Bonjour à tous. Si vous voulez bien, on va démarrer. Excusez mon retard. J'ai battu le record ce matin, 2 heures. Donc, je ne sais pas s'il y a mieux que moi là. Mais merci pour l'installation. Bon, on va essayer quand même de faire le cours sur les épilepsies. Vous allez voir que c'est vraiment la sémiologie pure et dure. C'est-à-dire que si vous n'avez pas une connaissance sémiologique des crises d'épilepsie, vous ne les reconnaîtrez jamais. Tout repose sur la connaissance de leur description. C'est d'autant plus difficile que vous le verrez dans un certain nombre de crises, le patient n'a aucun souvenir de ces crises. Donc vous allez diriger l'interrogatoire de témoins et c'est sur cet interrogatoire que vous allez être amené à poser ce diagnostic d'épilepsie parmi une foule de diagnostics différentiels, notamment les pertes de connaissance, les malaises hypothymiques, les malaises hypoglycémiques, enfin tout ce que vous pouvez imaginer qui peut provoquer les pertes de connaissance, ou bien lorsque la crise a des manifestations plus de type comportemental ou focal, ça sera des diagnostics, il faudra évoquer des diagnostics différentiels avec des pathologies vasculaires ou des pathologies psychiatriques dans certains cas. Alors quelques définitions concernant les crises d'épilepsie et l'épilepsie. Donc une crise épileptique, c'est la manifestation clinique d'une décharge paroxystique d'une population plus ou moins étendue de neurones. Des neurones qui se mettent à décharger de façon paroxystique. Ceci va avoir des manifestations cliniques et vous imaginez bien que ces manifestations cliniques vont dépendre de l'endroit d'où part cette décharge, ou si la décharge est globale, ça sera beaucoup plus vaste. L'épilepsie, c'est la condition dans laquelle des crises se répètent. Une crise d'épilepsie peut être un symptôme tout à fait banal en neurologie, comme une céphalée, si j'ose dire. Elle peut accompagner une autre pathologie, être une manifestation de cette pathologie guérissant. Cette manifestation va guérir. On va commencer à parler d'épilepsie lorsque les crises vont se répéter. Donc, condition dans laquelle les crises ainsi définies tendent à se répéter. Il y a des classifications des crises d'épilepsie et de l'épilepsie qui sont régulièrement remises à jour. Mais globalement, on s'en sort très bien lorsqu'on retient 2 grandes catégories que sont les crises épileptiques généralisées et les crises épileptiques partielles ou focales. Toutes les classifications, vous le verrez, reprennent plus ou moins cette classification très simple. C'est celle-là qu'il faut que vous gardiez en tête parce que c'est celle-là qui est vraiment utile en pratique. Vous ne vous intéresserez aux autres classifications que si vous devenez, comme je vous le souhaite, neurologue, voire épileptologue. Et enfin, les syndromes épileptiques, ce sont des syndromes, comme le nom l'indique, qui sont basés sur l'âge, le début des crises, l'âge de début des crises, le type de crise. Et l'individualisation de ces syndromes, comme toujours, a un intérêt pronostique et thérapeutique. On va définir des types de syndromes épileptiques, pas forcément secondaires à une lésion, idiopathique, mais le regroupement d'un certain nombre d'éléments, comme l'âge de survenue, etc., va permettre d'évaluer un syndrome qui va permettre de porter un pronostic, et c'est très important, effectivement, pour la suite. Alors vous allez voir, il y aura beaucoup d'illustrations, mais parce qu'il faut bien comprendre cette sémiologie, et il n'y a rien de mieux pour comprendre que de l'observer. Donc je vous ai dit 2 grandes variétés. On va commencer par les crises épileptiques généralisées. Généralisées, leur définition, c'est qu'elles impliquent d'emblée des aires étendues, cérébrales, corticales et sous-corticales. Ça part, alors on ne sait pas très bien d'où ça part, mais disons que ça implique d'emblée des aires étendues, ce qui fait que la crise est d'emblée généralisée. Les signes cliniques vont comporter des modifications plus ou moins importantes de la conscience. Vous allez voir tout ça en détail. Plus ou moins des phénomènes moteurs bilatéraux. Et l'expression électroencéphalographique, l'électroencéphalogramme, c'est un peu comme un électrocardiogramme, si vous préférez, enregistre l'activité électrique du cerveau sur le scalp. Eh bien, cette expression électroencéphalographique d'une crise généralisée sera d'emblée bilatérale, synchrone et symétrique. Vous voyez ces termes-là qui sont importants, bilatérale, synchrone et symétrique. Je ne vous demande pas de retenir grand-chose sur l'électroencéphalogramme, mais quelques petits éléments. Et
Cette activité comporte des décharges de pointe, c'est-à-dire des pointes ondes. Je ne sais pas si je peux vous le dessiner là-dessus. Une pointe onde, vous voyez, ça fait ceci, voilà, grossièrement. Hein, donc vous aurez une répétition comme ceci de pointe et de pointe onde, ou de polypointe, des choses comme ceci. Voilà. Ou encore de polypointe, onde, etc. Donc voilà une définition générale. Et parmi ces crises épileptiques généralisées, on en décrit plusieurs variétés que je vais vous décrire sur les diapositives et que vous allez voir en film. Je vous ai mis simplement les plus importantes, il y en a toute une liste, mais c'est celle-là que vous verrez, que vous serez amené à voir. Et la principale d'entre elles, la plus connue d'entre elles, c'est la crise épileptique généralisée tonico-clonique, autrefois appelée crise de grand mal, mais ce terme est resté. Rien que le terme vous dit que c'était impressionnant, puisqu'on lui a donné vous savez, ce terme de grand mal, et puis il y avait tout autour l'idée que la personne était possédée par le démon, etc. Enfin, c'est resté assez longtemps, parce que l'épilepsie reste encore une maladie qu'on cache, hein, même si maintenant tout est bien clair à propos des mécanismes qui en sont responsables. Alors, comment se déroule une crise généralisée tonico-clonique dite de grand mal? Ce que je vous décris là, c'est la crise typique, complète, que vous serez parfois amené à observer, hein, aux urgences, et que vous serez surtout amené à retrouver à l'interrogatoire du témoin qui aura vu la crise. Donc il faut que vous connaissiez très bien son déroulement pour demander à la personne qui a vu la crise, au conjoint, au témoin dans la rue, peu importe, comment s'est déroulée cette crise précisément. Et donc la description la plus typique, c'est celle-ci. Hein, le début par un cri avec une perte de connaissance brutale et une chute traumatisante. Et vous aurez déjà un élément très important, c'est que cette perte de connaissance a été tellement brutale, hein, qu'elle a été responsable d'une chute traumatisante. C'est-à-dire que si vous avez un malaise lipotymique, vous savez ce qu'on appelle un malaise lipotymique, je me sens pas bien dans le métro, il fait chaud, ou bien la vue du sang pour les âmes un peu sensibles au début, etc. Bon, on se sent pas bien, ou là, on commence à devenir tout pâle, il faut que je m'assoie, il faut que je trouve un truc comme ça. On a le temps d'aller s'allonger, d'aller s'asseoir généralement, et puis il n'y aura pas toutes les autres manifestations, hein. Mais très généralement, on a des prodromes qui permettent d'aller éviter cette chute traumatisante. Dans une crise d'épilepsie, vous le verrez tout à l'heure, c'est tellement brutal que la personne va tomber, paf, elle va se prendre généralement un coin de table, etc., et se retrouver parfois avec des fractures, hein, parfois avec des hématomes importants, des ouvertures d'arcades sourcilières, des plaies du crâne, etc., etc. Donc le simple fait, dans une crise, dans une perte de connaissance, d'avoir une chute traumatisante qui traduit une perte de connaissance brutale, c'est déjà un argument en faveur d'une crise d'épilepsie. Ça ne permet pas de l'affirmer. On peut imaginer une syncope d'origine cardiaque où la personne n'a pas le temps d'aller s'asseoir, tombe et se fait mal, hein. Mais cet élément-là, ou plutôt l'absence de cet élément-là, parfois est un élément plutôt contre, plutôt, hein. Une fois, on peut faire une crise d'épilepsie et tomber sur le lit ou tomber sans se blesser, bien évidemment, hein. Mais c'est un élément important. À titre d'information, une des questions de l'examen de l'année dernière, ou je ne sais plus quand, c'était ça, hein, qu'elle décrivait les signes d'une crise d'épilepsie. Donc la grille de correction, c'était exactement ça. Donc il y avait une diapo, et ce qui était affiché à la sortie, c'était la diapositive. Donc vous avez tous les éléments là-dessus. Deuxièmement, ça va commencer, si j'ose dire, par une phase tonique, vous voyez, qui va durer une quinzaine de secondes, qui se traduit par une contracture intense de l'axe corporel et des quatre membres. Hein, c'est vraiment une hyperextension ou une hyperflexion. Ça commence souvent par une flexion puis une extension, avec des troubles végétatifs importants, hypertension, tachycardie, arrêt respiratoire, une rougeur du visage, une hypersécrétion bronchique et salivaire, vous voyez, tous ces troubles végétatifs, mais parfois une hypertonie telle qui, chez les personnes âgées avec parfois des os fragiles, hein, des vertèbres fragiles, peuvent provoquer un tassement vertébral parfois. Tellement c'est assez rare, mais ça peut provoquer, ça peut avoir des conséquences ostéo-articulaires. Environ 15 secondes plus tard, il y a une phase clonique d'environ 30 secondes
qui sont des secousses musculaires, hein, de ce type-là, comme ça, vous en verrez en film, synchrones, hein, de la face et des 4 membres, qui vont se ralentir progressivement, hein, vont devenir assez rapides, puis se ralentir progressivement. Tout ça encore, c'est une phase assez typique. Et là, on observe volontiers une cyanose parce que le patient est en arrêt respiratoire, donc il commence à être cyanosé. Puis intervient la phase post-critique, qui est souvent annoncée par une respiration bruyante, comme ça, c'est ce qu'on appelle le stertor, avec un coma post-critique qui est généralement inférieur à 5 minutes. Le patient est vraiment, c'est une phase résolutive. Le patient est complètement hypotonique, hein, dans un coma dit résolutif, post-critique, pardon. Et puis, il va se réveiller. Typiquement, il est confus, hein, parfois agité, parfois même agressif. Puis, généralement, il va s'endormir. Hein. Et quand il se réveille, il aura souvent, mais pas toujours, hein, des nausées, des maux de tête, des douleurs musculaires, parce que la contraction intense de la phase tonique, puis la phase clonique, correspond à un exercice musculaire particulièrement intense, et donc avec des courbatures. Et d'ailleurs, un bon signe aussi, c'est une élévation des CPK dans le sang sur le bilan des urgences, hein, puisqu'il y a eu une dépense musculaire et des lises musculaires. Et puis un élément très important, c'est que le patient ne se souviendra pas, n'aura rien enregistré, donc ce sera une amnésie complète de l'épisode et de la phase post-critique où il était, confus. Toute cette période-là, pour lui, c'est un trou noir. C'est à ce stade aussi que l'on note volontiers, mais pas toujours non plus, une morsure de langue. Et cette morsure de langue, elle a pour particularité d'être latérale. Toute personne qui tombe peut le bout de la langue qui sort, un coup sur le menton, et vous mordez le bout de la langue. En revanche, dans une crise d'épilepsie, il y a une phase tonique, la langue se met en hyperextension, comme ceci, et la mâchoire va se serrer, clac, donc vous allez mordre le bord latéral de la langue, ce qui fait d'ailleurs très mal, je vous le signale. Hein. Mais essayez de vous mordre le bord latéral postérieur de la langue, c'est très difficile de le simuler. Donc, vraiment, il faut aller chercher le bord latéral de la langue, alors que si vous avez une phase tonique, la langue va s'étaler comme ceci, et puis c'est beaucoup plus facile de la coincer dans la mâchoire. Donc c'est un très bon signe. Un autre bon signe, c'est une perte d'urine. Mais encore une fois, ces signes-là ne sont pas pathognomoniques. Hein. On peut avoir, d'une part, pour avoir une perte d'urine, il faut que la vessie soit pleine. Et deuxièmement, on peut avoir une perte d'urine dans une perte de connaissance d'autre nature. Mais c'est un bon signe aussi. Quant à l'électroencéphalogramme, qui est un petit prolongement, si vous voulez, de l'examen clinique, hein, il est normal après les crises. Hein. Pendant la crise, il est ininterprétable. De toute façon, vous n'êtes pas là pour faire un électroencéphalogramme, sauf quand les patients ont été enregistrés pendant. Je vous en montrerai des exemples. Mais en intercritique, hein, entre les crises, il est normal, ou bien vous observez ces fameuses, je vais vous le montrer, bouffées bilatérales de pointe onde, hein, qui soit spontanément, soit après des stimulations lumineuses. Et s'il s'agit d'une crise généralisée secondaire à une crise partielle dont je vous parlerai tout à l'heure, vous pouvez voir aussi apparaître un foyer. Donc là, vous avez vraiment tous les éléments sémiologiques d'une crise d'épilepsie tonico-clonique généralisée. Donc l'électroencéphalogramme, hein, c'est un enregistrement. Vous aurez un cours, hein, vous avez peut-être déjà eu un cours sur les bases physiologiques de l'EEG, donc vous aurez ça, mais c'est pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement qui permet d'enregistrer une activité électrique. Et vous voyez, dans une crise généralisée en intercritique, vous voyez un tracé à peu près normal ici. Là, il commence à y avoir des pointes ici, mais disons, un tracé à peu près normal, ce serait ça, là. Voyez. Et vous voyez, ce qu'on voit dans une crise généralisée, c'est quelque chose qui est bilatéral. Hein, on est des deux côtés du scalp, hein, symétrique. Hein. Et vous voyez cette bouffée, regardez cette bouffée de pointe, et de pointe-onde, là. Vous voyez, vous avez une pointe ici avec une onde, une pointe avec une onde, une pointe avec une onde, etc. Hein, ça, c'est une bouffée bilatérale, synchrone et symétrique sur différentes régions du cerveau. Sur différentes régions du cerveau, vous avez une bouffée bilatérale, synchrone et symétrique de pointe-onde. Donc, je vais vous montrer... on peut baisser un peu la lumière, là, ou pas? Comment ça marche ici, là?
Ah oui, ok, ça va aller. Donc, regardez... Enfant de 4 ans. Crise clonique, puis tonique, puis de nouveau clonique généralisée. Vous voyez la brutalité Sur le d'installation ? tracé, la crise débute par une polypointe onde généralisée, suivie d'une séquence de pointes ondes lentes généralisées, de fréquence progressivement croissante puis décroissante. Vous voyez, les clonies diminuent. Il y en a là dans tout le corps, mais on les voit bien aux membres. Hein. Vous voyez, les clonies, les voyez aussi au niveau de la tête. Voilà. Voilà. Donc ça va se calmer. On va rentrer dans la phase post-critique. On est encore dans la phase clonique, là. Hein. Notez l'aplatissement diffus du tracé en post-critique. Voilà, on y arrive, vous voyez. Toc, ça y est, il est dans le coma. Il y a une respiration qui est forte, qui fait généralement du bruit, mais enfin, ça, c'est pas obligatoire. Hein. Voilà. Je vais vous en montrer d'autres. Alors regardez, là, vous voyez, elle va démarrer ici. Là, il y a une phase tonique. Regardez la phase tonique. Vous voyez, la phase tonique qui fait que le bruit, l'air qui reste dans les poumons passe à travers la trachée. Ça fait ce bruit tout à fait typique. Je vais remettre un peu plus droit, mais je ne sais pas si vous verrez aussi bien. Oui, vous voyez, c'est moi qui vois moins bien. Voilà. Ouais, la phase, regardez la phase. Là, vous avez carrément des clonies qui font passer l'air comme ça, et qui vont se clonies. Ça, c'est la phase. Ça, c'est la phase clonique. Donc, vous voyez, la première chose à faire si vous assistez, c'est de mettre en position latérale de sécurité, hein, comme ceci. Hein, parce qu'il peut y avoir des vomissements, et donc il vaut mieux qu'ils aillent sur le côté que dans les poumons. Vous entendez la reprise de la respiration qui est très forte. Et là, on est dans la phase, vous voyez, ça s'est arrêté. On est dans la phase, il y a encore quelques pointes là, puis on va être dans la phase post-critique de coma. Un coma qui va durer quelques minutes. Puis la personne va se réveiller. Voilà, vous voyez, cette reprise forte. Ok ? Alors, vous avez vu, c'est impressionnant une crise d'épilepsie. Hein. Les crises d'épilepsie généralisées, c'est très impressionnant. Et vous comprenez que au Moyen-Âge, on est considéré que c'était Satan qui était derrière et qui possédait les personnes. Hein. Vous voyez comme les choses ont pu se dessiner. Donc c'est très impressionnant. Mais le problème, c'est que la personne, elle est incapable de vous le décrire, bien sûr, puisqu'elle ne se souvient de rien, hein, premièrement. Et deuxièmement, c'est quand même assez rare que vous y assistiez. Ce type de crise... Oh, s'il vous plaît. Ce type de crise-là, on peut les assister, les filmer parce que ce sont des gens qui ont été enregistrés. Hein, il y a des laboratoires où on enregistre les crises parce que pour être sûr du diagnostic, pour préciser le type de crise, pour essayer de préciser d'où elle part, pour éventuellement faire l'intervention. Mais sinon, ça se passe dans la rue. Il y a un patient qui va appeler la police, qui va appeler les pompiers, etc. Et puis il aura vu, oui, j'ai vu, il y avait des secousses, etc. Donc vous essayez d'attraper des éléments pour essayer de reconstruire cette sémiologie que je vous ai donnée, parce que c'est assez rare quand même que vous le voyez, sauf là en cours, en fait. Alors cette crise généralisée, je vais vous donner d'autres exemples de crises généralisées. Là, on a vu la crise généralisée tonico-clonique. C'est de loin la plus fréquente des crises généralisées, hein, avec une autre que je vais vous montrer chez l'enfant. Celle-là, c'est la plus fréquente. Et puis, il y a d'autres types de crises généralisées. Toujours pareil, la définition de généralisée, c'est qu'elle, encore une fois, elle comporte une décharge bilatérale, symétrique, étendue de neurones. Mais ces crises généralisées peuvent prendre d'autres allures. Vous allez voir, on peut par exemple avoir une crise clonique ou myoclonique uniquement. On ne peut avoir que la crise clonique ou myoclonique. Et on aura des secousses musculaires isolées ou groupées en courtes salles. Vous voyez, toujours pareil, bilatérales et symétriques. Parfois, ça prédomine d'un côté. Et qui intéressent l'axe corporel ou les membres. C'est quelque chose de fréquent. Hein, je vais vous en montrer...
Fermé 25. Voilà, hop. Et c'était avec... Ouais. À l'occasion d'une stimulation, vous voyez, on a enregistré le jet, et à l'occasion d'une stimulation lumineuse intermittente, regardez. Fermé 25. Okay. Ouais. Alors, ce type de crise-là est assez fréquent. Hein, il y a une maladie qui s'appelle, oubliez la maladie, puisqu'on verra ça plus tard, l'épilepsie myoclonique juvénile, qui n'est pas une maladie grave du tout, parce qu'un médicament fait disparaître ces crises assez facilement, c'est la dépakine. Mais ce sont des gens qui, c'est une maladie, on retrouve des antécédents familiaux, une maladie familiale, héréditaire, dans un certain nombre de cas. Et vous imaginez bien que ces gens-là ont souvent ces myoclonies le matin, et quand elles ont ces myoclonies au petit déjeuner, vous imaginez ce que ça peut donner avec le bol. Mais c'est comme ça souvent qu'ils vous disent qu'ils ont remarqué ce trouble. À la mise à jour Windows, c'est pas le moment, je pense. Voilà. Il y avait une infection de la bouche. Donc j'ai été voir le médecin qui m'a dit il faisait des crises chez le cousin. Il m'a dit c'est anormal, il a fait un coup il y a 2 mois. Vous voyez, ça peut être discret, regardez bien. Hein. Ça pourrait passer inaperçu. Hein. Chez ce gamin, regardez d'un seul coup. Ça s'est traduit par ça. Il m'a dit c'est anormal, il a fait un coup il y a 2 mois. Donc ça, ce sont des crises cloniques, isolées. Hein. Elles sont bilatérales et symétriques, et vous voyez que là, il n'y a pas eu d'altération de la conscience. Hein. Le point important, c'est le côté qui est bien mis en évidence par l'électroencéphalogramme, qui est contemporain de la crise, bilatérale et symétrique, généralisée d'emblée. Hein. Donc ça, voilà, on a des variétés qui sont cloniques d'emblée. Il y a des variétés qui sont des toniques, qui sont déjà plus rares, mais il faut savoir qu'elles existent parce que parfois elles sont troublantes. Regardez, vous voyez, regardez, c'est une crise tonique uniquement. Vous voyez, il a une crise, une hypertonie qui est contemporaine, vous voyez, de l'enregistrement. Voilà. Ça, donc, c'est hypertonique. Et regardez celle-ci, et vous allez comprendre pourquoi on peut se blesser quand on a une crise. Vous voyez, là, il est en train de... Ça vous fait rire, mais enfin, imaginez que... Imaginez que ce pauvre gamin se casse les dents, se casse la mâchoire, etc., quand il a des crises. Hein. C'est quand même assez impressionnant. Mais voyez ce que c'est. Vous voyez ce que c'est qu'une chute du tonus. Hein. Une chute du tonus, c'est... voilà, il y a vraiment un relâchement complet, et puis il peut y avoir cette brutalité et ce choc qui provoque des blessures. Alors un troisième élément, une troisième variété de crise, ou plutôt une quatrième, puisqu'on avait la crise épileptique généralisée tonico-clonique, qui est encore une fois la plus fréquente. Une deuxième qui est très fréquente, c'est celle-ci. C'est ce qu'on appelle les absences, les vraies absences. Hein. Le terme est réservé à ce type de crise généralisée. C'est généralisé parce qu'encore une fois, il y a une décharge bilatérale, synchrone et symétrique. Ça se traduit de la façon suivante, c'est fréquent chez l'enfant, c'est l'adolescent, mais plutôt chez l'enfant. Vous voyez, on a une brève suspension de la conscience, généralement de moins d'une minute, avec un début et une fin très brusques. Hein. Un arrêt des activités en cours. Imaginez que vous êtes en train d'écrire comme ça, et puis d'un seul coup la crise survient, donc hop, vous arrêtez d'écrire, il y a le regard qui est fixe, parfois il y a une ou deux clonies des paupières comme ça, et puis vous reprenez l'activité. Donc il y a eu tout le terme absence hein, pendant moins d'une minute, hein, quelques secondes. Souvent, ce sont les profs qui vont signaler ça aux parents, hein, disant que y a des problèmes à l'école parce que le gamin, s'il a des crises comme ça très régulièrement, vous regardez son cahier, il y a des trous un peu partout parce qu'il a été coupé, hein, l'interrupteur a été fermé plusieurs fois pendant le cours. Vous allez voir comment ça se passe en réalité.
Voilà, le plus souvent, il y a une amnésie de l'épisode, et puis en EEG, on le facilite, puis c'est facilité par l'hyperventilation, et en EEG, il y a un aspect EEG qui est typique, de pointe d'onde à 3 cycles secondes. Vous voyez, encore une fois, bilatéral, synchrone, début et fin brusque. Hein. Et voilà comment ça se... Là aussi, je vais peut-être même vous les montrer 2 fois pour que vous les ayez. Fernand, il est trop grand, Marguerite, trop petite. Quand tu veux la faire danser, elle sur la poste. Ils arrivent. Tape dans les mains. Tape dans les mains, Roman. 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 Tu tapes dans les mains, ma chérie. Oui. Tu m'entends, là? Oui. Tu continues ta petite chanson? Voilà, c'est fini. Tape dans les mains, Roman. Tu tapes dans les mains? Ça y est. Donc imaginez que ça se passe comme ça plusieurs fois au cours d'un... J'étais dans la lune. Voilà, elle Tu recommence. viens d'être dans la lune. D'accord. Elle repart. Est-ce que tu te rappelles ce que tu chantais avant? Oui, Fernand. Fernand, tu t'en rappelles? D'accord. Je vous le remonte parce que c'est vraiment, il faut que vous mettiez ça dans l'œil. Hein. Fernand, il est trop grand, Marguerite, trop petite. Quand tu veux la faire danser, elle sur la poste. Vous voyez, bilatéral, synchrone et symétrique. Tape dans les mains. Des pointes. Tape dans les mains, Roman. Pointe onde. Roman. Roman. Ouais, Tu tapes dans les mains, ma chérie. Oui. Tu m'entends, là? Oui. Tu continues ta petite chanson? Tape dans les mains, Roman. Tu tapes dans les mains? C'est bien. Qu'est-ce que tu faisais? J'étais dans la lune. Tu viens d'être dans la lune. D'accord. Est-ce que tu te rappelles ce que tu chantais avant? Oui, Fernand. Fernand, tu t'en rappelles? D'accord. Voilà. Bon, voilà une autre, vous voyez, là, elle va se traduire, vous voyez, il y a une perte, et puis il y a des, regardez, en même temps que la crise, qui est brève, hein, vous voyez, il y a eu des clonies des paupières. Pardon, excusez-moi, des mouvements oculaires, vous voyez, des clonies des globes oculaires, pardon. Hein. Donc, il a eu une brève suspension de la conscience, regardez, celle-là est assez brève. Hein. Vous voyez, regardez, elle va venir, tac, ça y est, elle part, tac, des clonies des globes oculaires, il a le regard un petit peu ailleurs, et hop, ça repart normalement, ça y est, il est revenu. S'il fait une fois dans la journée, ou une fois par semaine, personne ne s'en aperçoit, en fait. Hein. Mais s'il fait ça, parce que parfois il peut en faire 10, 20 dans l'heure, et donc ça se manifeste bien sûr par des conséquences sur le travail qu'il est en train de faire, ou autre, ou toute autre activité. Voilà, donc, parmi les autres crises généralisées, on a vu les crises qui étaient uniquement cloniques. Hein, il y en a, c'est assez fréquent, hein, en particulier dans une maladie que vous apprendrez. Les crises toniques et atoniques sont plus rares, mais sachez qu'elles existent. Et puis cette variété de crises généralisées que sont les absences, hein, qui elles sont fréquentes et qui, dans un syndrome épileptique dont je vous ai parlé, mais on ne va pas rentrer dedans parce que ça c'est trop compliqué, on a souvent des absences chez le jeune enfant comme ceci, puis une épilepsie généralisée qui apparaît par la suite lorsque les absences disparaissent. Hein. C'est une variété, un syndrome épileptique généralisé. Ça, c'était pour vous remontrer en électroencéphalogramme la description, vous voyez, de cette crise généralisée, cette absence en l'occurrence, hein, la traduction électroencéphalographique, vous voyez, c'est bilatéral, hein, de chaque côté du cuir chevelu. Hein, les électrodes sont ici, vous voyez, avec leur emplacement sur le cuir chevelu. C'est synchrone, tout ça c'est en même temps, c'est symétrique, vous voyez, c'est de brève durée. La fréquence est typiquement de 3 cycles par seconde. Ça, c'était la première grande variété de crises épileptiques, les crises épileptiques généralisées. La deuxième grande variété, que je vous annonçais en début, crise épileptique partielle. Eh bien, leur définition, vous l'imaginez bien, hein, c'est qu'elles impliquent initialement la décharge d'une population de neurones qui sont dans une portion limitée, hein, du cortex. Et vous imaginez bien aussi que la sémiologie va, par définition, dépendre, hein, les signes cliniques vont être très variables et vont dépendre du rôle
fonctionnelle de la région corticale, d'où part la crise. Et cette crise qui a débuté partiellement, par exemple, dans une région frontale, peut, dans un deuxième temps, se généraliser et donner une crise épileptique généralisée que je vous ai montré à l'instant, tonico-clonique, hein, et ça s'appelle une crise partielle secondairement généralisée. Lorsque vous avez une crise généralisée, vous avez fait le diagnostic de crise généralisée, il est très important de rechercher si des signes ne l'ont pas précédé. Je vous ai dit que la crise généralisée était très brutale, mais parfois elle est précédée de signes qui peuvent traduire une crise partielle, très discrète, et qui vous donnent d'emblée la localisation de la lésion responsable. Parce que ce n'est pas du tout la même chose, et les médicaments sont différents dans les crises partielles, dans les crises généralisées, les étiologies sont différentes, donc c'est très important de faire cette distinction, et comme une crise partielle peut se généraliser, devant toute généralisation, devant toute crise généralisée, il faut chercher une crise partielle inaugurale qui se serait secondairement généralisée. Hein, donc toujours pareil, ça sera à l'interrogatoire, mais vous verrez qu'une des particularités d'une crise partielle, c'est souvent de se faire en pleine conscience, c'est-à-dire que le patient va s'en souvenir. Pour la plupart d'entre elles, on verra une variété qui est un petit peu différente. Et voilà, et l'expression à l'électroencéphalogramme, toujours pareil, des pointes ou des pointes ondes, est initialement focalisée et latéralisée. Ben, si elle se généralise, on aura comme dans une crise généralisée. Hein, ça, c'est pendant, je dirais, la crise. Et le G intercritique, vous avez souvent des ondes lentes en foyer qui vont correspondre à la lésion focale. Des ondes lentes, hein, c'est une question de fréquence. Hein. Encore une fois, on ne vous demande pas d'être des spécialistes de l'EG, mais simplement de retenir cette définition de pointe, polypointe, et puis les ondes lentes, voilà, par rapport aux ondes normales et au profil normal d'un électroencéphalogramme. Bah, vous voyez un exemple hein, de foyer, par exemple, ici. Vous voyez, regardez ici, vous avez à cet endroit-là, sur ces dérivations-là, hein, vous avez, regardez les pointes ondes, là, regardez, toc, 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 ici. Voilà, vous avez des pointes ondes, hein, donc il y a une crise qui part de cette région-là. Hein. Alors je vous disais, l'expression clinique de ces crises épileptiques partielles va être extrêmement diverse. Hein, c'est ce qui fait parfois la difficulté du diagnostic. Vous allez voir que parfois c'est extrêmement impressionnant ou surprenant, non pas par les signes que je vous ai montrés dans une crise généralisée, mais par exemple par des troubles comportementaux. Hein. Donc la sémiologie va dépendre du siège, du point de départ de la crise, et on va décrire un certain nombre de crises. Donc ça peut partir de manifestations, des aires motrices, hein, et on peut avoir des manifestations motrices élémentaires, qui peuvent être toniques ou cloniques, ou dystoniques, hein, c'est-à-dire c'est tonico-postural si vous préférez, giratoire, hein, c'est un petit peu plus complexe, c'est-à-dire que la crise va se traduire par un mouvement de giration. Des phénomènes versifs oculaires, c'est-à-dire les yeux tournent d'un côté, ou c'est la tête qui va tourner, voyez, vous aurez des manifestations motrices élémentaires. Je vais vous montrer quelques exemples. Ça va? Ferme tes yeux. Ferme. Regardez ici. Voilà. Vous voyez, il commence à voir. Regardez, le visage se dévie. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Il a des clonies. Comment est-ce que tu t'appelles? Ici. Antoine? Donne-moi ta main. Vous voyez, il est conscient. Donne-moi ta main, Antoine. C'est simplement des manifestations motrices. Qu'est-ce que c'est que ça, Antoine? Qu'est-ce que c'est que ça, Antoine? Il pourrait le dire, mais il ne peut pas parler, puisque par définition, il a une crise focale. Regarde-moi, donne-moi ta main. Voilà, et là, il n'y a pas de problème. Il a le bras quand même avec un petit déficit après. Voilà, la crise est finie. Ça va, Antoine? Oui. Et il se souviendra de cette crise, puisqu'elle est survenue en pleine conscience. C'est une crise partielle motrice. Comment tu te sens, Antoine? Crise partielle motrice. Bien. Monsieur Motte, il est près de vous, là? Voilà. Bouge pas, Antoine. Et cette même crise aurait pu commencer comme ça,
et se généraliser secondairement sous la forme d'une crise épileptique généralisée tonico-clonique. C'est là que je viens de voir un enfant, à mon avis, il n'y a pas de notion de problème d'activité. Je ne sais pas si elle peut le déranger. Tu te souviens de quelque chose, Antoine? Vous voyez, il se souvient de la Qu'est-ce crise. qui s'est passé, Antoine? Oui. On fait un électro. Oui. Il y a quelque chose qui t'a gêné? D'accord, bien, parce que tu entends des Comment? Non, bah merci Marinette. Ah, il décrit qu'il avait quelque chose qui bougeait là, etc. Il y a quelque chose qui t'a gêné, Antoine? Non? Tu t'es... Donc voilà un exemple de crise partielle motrice. Je vais vous montrer. Le patient va signaler le début de sa crise qu'il perçoit initialement par une impression dysesthésiante de l'épaule droite. Notez ensuite les manifestations dystoniques axiales et segmentaires, le rire que le patient ne peut réprimer et la préservation du contact. Ah, c'est fini, vous voyez, la crise a été brève, hein. Ça a été dystonique, vous voyez, c'est postural. Ça. Voilà. On met la casquette. Jusqu'à la prochaine. Je vous la remonte parce que ça vous permet de voir ce que c'est qu'une dystonie Le patient aussi. va signaler le début de sa crise qu'il perçoit initialement par une impression Voilà, il sait qu'elle va venir, là. dysesthésiante de l'épaule droite. Notez ensuite les manifestations dystoniques axiales et segmentaires, le rire que le patient ne peut réprimer et la préservation du contact. Vous voyez, la crise est partie d'une région qui intègre certains mouvements moteurs. Hein, et, autre mouvement un petit peu plus complexe, mais on est toujours en pleine conscience. Le patient se souvient parfaitement de ce qui s'est passé. Hein, donc on a du moteur simple. Hein, soit ça peut être, vous savez, il y en a une qui est bien connue, qui est la crise Bravais-Jacksonienne, qui consiste sur la région de la frontale ascendante. Hein, une crise qui part de la région de la main. Donc vous aurez des clonies comme ça de la main, puis du poignet, puis du bras comme ceci, hein, qui va gagner, en fait, qui va suivre le trajet, hein, de la frontale ascendante, pour éventuellement se généraliser secondairement. Troisième crise motrice élémentaire, un exemple à vous montrer, hein, on pourra en montrer d'autres. Crise prenant origine à la jonction temporo-pariéto-occipitale interne droite. La patiente ne signale rien. Présente une rupture massive du contact avec version lente et tonique des yeux, entraînant tardivement le chef de façon saccadée. Notez la survenue tardive des manifestations motrices du membre supérieur gauche en rapport avec la propagation de la décharge à la région centrale. Elle a une déviation fantastique. Et là, on voit bien, elle a des secousses cloniques. J'ai peur qu'elle généralise. Elle a les mâchoires très raides. Elle commence à avoir une attitude un peu plus regardez les posturale à clonies. gauche. Une raideur du membre inférieur gauche discrète, en tout cas plus importante qu'à droite. Vous voyez, là, c'était une crise versive avec les yeux et la tête qui tournent d'un côté, hein, une phase tonique, éventuellement parfois avec des petites clonies. Pareil pour le bras. Et puis ça va s'arrêter, ou bien ça va se poursuivre par une crise généralisée. Hein, c'est une jeune femme qui avait été opérée d'une lésion cérébrale. Je vous le remonte parce que versive, il faut bien savoir ce qu'il faut... Crise prenant origine à la jonction temporo-pariéto-occipitale interne droite. La patiente ne signale rien. Présente une rupture massive du contact avec version lente et tonique des yeux, entraînant tardivement le chef de façon saccadée. Notez la survenue tardive des manifestations motrices du membre supérieur gauche en rapport avec la propagation de la décharge à la région centrale. Elle a une déviation fantastique. Et là, on voit bien, elle a des secousses cloniques. J'ai peur qu'elle généralise. Elle a les mâchoires très raides. Elle commence à avoir une attitude un peu plus posturale à gauche. Une raideur du membre inférieur gauche discrète, en tout cas plus importante qu'à droite. Voilà. Donc voilà des manifestations motrices. Elle s'en souvient si elle ne généralise pas. Donc ça, c'était les manifestations motrices, hein, plus ou moins élaborées. Il peut y avoir des manifestations sensorielles.
sensitive, enfin tout ce qui est sensoriel, quoi, hein, sensitif, visuel, auditif, olfactif, gustatif, vertigineux, enfin ça devient quand même de plus en plus rare. C'est quand même rare qu'un vertige isolé soit lié à une crise isolée, mais ça peut exister. Une qui est vraiment classique et qu'il faut peut-être connaître, parce que les gens, vous pourriez considérer que la personne vous raconte des histoires. Ce sont les crises olfactives. J'ai l'impression qu'il y en a un qui arrive. Là, vous avez l'impression qu'il y en a un qui arrive. Oui. Vous pouvez me dire exactement ce que vous percevez? Ça y est. Je suis sûr. Est-ce que vous avez les images là où ça pique? Dites-moi ce que vous ressentez. Allez-y. Là, ici, là où ça sent. Oui. Je ne sais pas ce que ça sent. Vous sentez quelque chose de spécial? Oui. Oui, c'est une crise olfactive. Hein. La personne, en pleine conscience, peut vous décrire je sens quelque chose, mais souvent c'est indescriptible. Il n'arrive pas à le. C'est souvent des odeurs désagréables, hein, et ça traduit souvent une lésion frontale ou une tumeur frontale, hein, de la région. Vous savez qu'au pôle inférieur du lobe frontal, il y a les bulbes olfactifs, et donc ça peut traduire une lésion, tumeur ou autre, de cette région. Et bon, ça. Si on ne connaît pas cette sémiologie-là, on peut se demander mais qu'est-ce que nous raconte ce monsieur, si vous voulez. Hein. J'ai l'impression qu'il y en a un qui arrive. Là, vous avez l'impression qu'il y en a un qui arrive. Oui. Vous pouvez me dire exactement ce que vous percevez? Ça y est. Dites-moi. Je suis sûr. Est-ce que vous avez les images là où ça pique? Dites-moi ce que vous ressentez. Allez-y. Là, ici, là où ça sent. Oui. Je ne sais pas ce que ça sent. Vous sentez quelque chose de spécial? Oui. Donc voilà un exemple de crise sensorielle qui est une crise olfactive. Et on peut aller encore plus loin vers la complexité. Et ce type de crise un peu complexe avec des manifestations comportementales dont je vais vous parler dans un instant sont assez fréquentes. Hein. On en voit, vous verrez que je vous décrirai tout à l'heure un syndrome correspondant à ces manifestations. Donc on a vu des manifestations motrices, élémentaires, des manifestations sensorielles, et d'autres régions du cerveau, par exemple les régions frontales ou les régions temporales internes, si elles se mettent à décharger, vont provoquer des manifestations comportementales qui peuvent être des automatismes, hein, vous en verrez des exemples, ça peut être des automatismes oro-alimentaires, comme des mâchonnements, comme ceci, des claquements de langue, pour léchage de lèvres, etc. Hein, ça peut être extrêmement varié, mais ça c'est ce qui est le plus fréquent, ou bien de faire des gestes comme ça extrêmement simples, ou bien de se boutonner, déboutonner la veste ou le chemisier, etc. etc. Hein, ou bien des automatismes aussi qui sont verbaux, plus ou moins élaborés, etc. Vous verrez que ces crises-là peuvent être très impressionnantes et qu'un des diagnostics possibles est un diagnostic de maladie psychiatrique, hein, premièrement. Et puis ça peut aller jusqu'à des comportements moteurs complexes dont le patient n'a pas la maîtrise ou n'a pas la conscience, comme traverser une rue, comme faire une autre activité, alors qu'il est en pleine crise, et l'activité peut paraître totalement élaborée et correcte, hein, d'une certaine façon. Troisième, attendez, je ne sais plus s'il y avait des exemples ici ou pas. Non, ce sera plus loin. Ça, c'était les manifestations comportementales. Il peut y avoir aussi des manifestations psychiques, hein, si vous êtes dans des zones importantes pour cette activité cérébrale. Il peut s'agir d'un état de rêve. Hein, je vous mets les choses qui sont les plus fréquentes. Hein. Un état de rêve, hein, c'est souvent décrit par les patients qui font des crises dont je vais vous parler dans un instant. Donc c'est une impression mal définie, un peu comme dans un rêve, hein, d'étrangeté, d'irréalité, ou au contraire de vécu du présent. On a l'impression qu'on est dans le présent, mais qu'on rêve. Là, j'ai l'impression d'être dans un rêve. Qu'est-ce que vous faites là? Oui, je dois être à la fac, en train de faire un cours, etc. Vous voyez, d'être comme dans un état de rêve, avec parfois ce sont des événements du passé qui reviennent. Hein, vous revoyez une scène. Hein. Alors attention, ça existe de façon physiologique. Hein. Par exemple, certains d'entre vous ont pu avoir cette impression de déjà vu, déjà vécu. Hein. Vous voyez une scène, vous vous dites, mince, j'ai déjà vu ça, ou ça m'est déjà arrivé, mais vous savez pas très bien pourquoi. C'est pas pathologique, hein, ne vous inquiétez pas. Hein, mais là, c'est différent. Là, ça survient. Vous voyez ces sensations de déjà vu, déjà vécu. Hein, où, vous voyez ce rappel forcé, inadapté d'événements du passé, hein, avec se sentir à la fois dans le présent, tout en vivant
pendant le même temps une scène antérieure. C'est ce que vous décrivent un petit peu les gens. Donc ça, c'est des états de rêve, disons. Et puis, il y a des troubles dits instinctivo-affectifs, divers, qui peuvent être ressentis, ou exprimés d'ailleurs. Ils ne sont pas forcément exprimés par le patient par la parole, ils peuvent être exprimés par une mimique ou un comportement d'anxiété, de peur, d'irritabilité, d'euphorie, etc., de troubles de l'humeur. Et dans ces cas-là, il y a souvent des symptômes végétatifs associés. D'accord ? Encore une fois, ces crises partielles peuvent se manifester par des activités ou des troubles de l'activité plus élaborés, comme des manifestations cognitives, des troubles du langage, de la mémoire, ou des manifestations végétatives, du système nerveux végétatif. Donc, en fonction de l'endroit du point de départ de la crise, on peut avoir ce type de manifestations extrêmement diverses, qui peuvent d'ailleurs après se terminer par une crise épileptique généralisée s'il y a généralisation secondaire. Alors vous allez voir des exemples. Regardez. Eliane? Ah, ça marche pas. Vous sentez quelque chose de particulier? Vous sentez quelque chose de particulier? Ah oui, elle réagit. Pourquoi ça ne marche pas, celle-là? Celle-ci va marcher, on va voir. Super. Voilà, vous voyez, là, il sent la crise, parce qu'on est dans une crise partielle, toujours. C'est une région donnée du cerveau qui va se mettre à décharger. Il a des activités alimentaires plutôt à type de fléchage des lèvres, le regard fixe, une dilatation pupillaire droite et les clonies de la paupière droite. Regardez les automatismes, il prend son journal, il fait son mouvement répétitif. Il a une petite attitude peut-être dystonique des deux bras, c'est difficile à dire, il est très très rouge en mydriase, surtout à droite avec des clonies de l'œil droit et de la houppe du menton à droite. Ça va, monsieur? Elle est capable de parler. Comment ça s'appelle ça? Monsieur Vite? Comment ça s'appelle ça? Très bien, il dénomme quand même avec ses activités automatiques. Il est dans une... Comment ça s'appelle ça? Une bague. Oui, il continue à dénommer. Et ça, monsieur, comment ça s'appelle? Oui. Hein, il répond à la question, il est relativement adapté, mais il a une activité automatique. Et puis il est quand même loin, on ne peut pas lui demander une activité intellectuelle élaborée. Oui, mais il a plus de dilatation pupillaire, il se décolore brutalement, la crise est cliniquement terminée. Très généralement, il y a un regard fixe, lointain, comme ceci aussi, qui est associé, des troubles végétatifs. On verra un peu mieux ce syndrome. Regardez une autre crise avec un trouble du comportement. Voilà, la crise arrive. Mais il la sent. Voilà. Il y a l'automatisme oral qui est un chantonnement, vous voyez. Il triture son livre. Voilà. Puis là, il va complètement triturer son bouquin, qui va dégager probablement. Il ne répond pas non plus. Ouvre bien les yeux. Le réflexe à la menace est conservé, il chantonne. Il fait des gestes comme ça. Automatisme. Oui, qu'est-ce que c'est ça? Vous comprenez que devant ce type d'activité, on peut se considérer que c'est une pathologie psychiatrique. Vous levez la main. Alors que c'est manifestement une crise... Oui, il comprend. La crise est passée là déjà. Là maintenant, est-ce qu'il s'est passé quelque chose pour vous? Il y a souvent une partie dont ils se souviennent et une partie dont ils ne se souviennent pas dans ce type de crise, qui sont des crises élaborées comportementales. Regardez, ça peut prendre des masques importants. Qu'est-ce qui se passe? Elle a des voilà, la crise arrive, regardez. Elle est vers les parties génitales. Oups, elle a resté là. Elle a le regard fixe. Qu'est-ce que c'est ça, madame? Comment ça s'appelle? Elle veut le prendre, elle a l'air d'être un petit peu... Elle crie un petit peu, elle mâchonne légèrement. Elle est très souvent, ces mâchonnements, ces automatismes, qui sont plus ou moins élaborés. Vous voyez, là, ils ont un caractère un peu sexuel, mais ils peuvent être généralement... Comment vous vous appelez? Donnez-moi la main droite. Bien. Comment vous vous appelez? Crise est finie. Ouais, c'est très impressionnant. C'est dommage que je l'ai pas. Le réflexe à la menace, elle m'a appelé. Elle arrive. Elle a une espèce d'activité, elle n'est pas hypertonique, elle a une espèce d'activité. Je vais réessayer. Eliane? Non, on ne veut pas. Bon, on va continuer sur ce type de crise.
Ah, c'est pas vrai ça. Pourquoi ça fait ça? Non, je ne sais pas. On va voir celle-ci. Notez au cours de cette crise qui prend origine dans la région temporo-orbito-singulaire droite la brutalité du phénomène giratoire. Regardez. Initié par une brusque procursion de la patiente. Hein? Le copain. Vous voyez, regardez la crise. Ça, c'est la crise qui se termine. Ça a été une activité giratoire. Hein, une activité giratoire, c'est-à-dire qu'il a eu un comportement extrêmement élaboré. Hein, la crise est partie, un endroit du cerveau qui intègre le mouvement giratoire. Il y a un endroit du cerveau où vous pouvez, quand vous mettez en activité, vous allez avoir un mouvement giratoire. Et là, ça donne une crise qui est extrêmement impressionnante. Voyez. Notez au cours de cette crise qui prend origine dans la région temporo-orbito-singulaire droite la brutalité du phénomène giratoire initié par une brusque procursion de la patiente. Ouais. Le copain courageux, le copain courageux est parti, il a cassé le matériel, etc., etc. Bon. Donc voilà un type de crise. Au cours de cette crise, impliquant la région temporale et fronto-orbitaire droite, il y a toujours ces régions, hein. Le patient a juste le temps d'appuyer sur le push button pour signaler sa crise avant que le phénomène procursif ne survienne. Vous avez vu ce type de crise, hein, où là l'activité est extrêmement élaborée. C'est une activité de course, d'accord ? Notez au cours de cette crise qui prend origine dans la région temporo-orbito-singulaire droite la brutalité du phénomène giratoire initié par une brusque procursion de la patiente. Regardez, là, regardez les mouvements de pédalage. Regardez. Regardez. Vous voyez, regardez. Vous avez à la fois un mouvement, une activité motrice et une activité de frayeur. Vous avez vu, il a été complètement effrayé avec cette panique et cette anxiété majeure. Donc il y a une crise à la fois motrice élaborée et puis psychique aussi, avec cette manifestation de peur ou de crainte. Hein. Donc vous voyez les manifestations que ça peut prendre. Hein. C'est celle-ci qu'on n'avait pas vue, je crois. Hein. Là. Ah non, mais on m'a donné l'astuce. Voilà, ça marche. Allez, regardez cette crise-là qui est aussi typique d'une crise. Vous voyez. Comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle tout à fait bien habituellement. Pour les chefs d'élèves, le regard fixe, dilatation articulaire droite et les clonies de la paupière droite. Là, vous voyez, elle a perdu le contact. Regardez les mouvements, les automatismes. Un automatisme verbal. Il y a surtout à droite avec des clonies de droite, le menton à droite. Ça va, monsieur? Elle est capable de parler. Comment ça s'appelle ça? C'est un marqueur. Monsieur Bill? Comment ça s'appelle ça? Bleu. Très bien, il dénomme quand même avec ses activités automatiques. C'est fantastique. Et ça, comment ça s'appelle ça? Oui, il continue à dénommer. Il trouve tout fantastique, celui qui a fait remarquer. 38. Hein, comment ça s'appelle? Oui, il mâchonne très nettement avec des mouvements de ciseaux. Comment ça s'appelle ça, monsieur? Comment ça s'appelle? Monsieur? Oui, mais il n'a plus de dilatation pupillaire, il se décolore brutalement, la crise est cliniquement terminée. Et donnez-moi la main droite. Voilà, la crise est finie. Ça va? Ça va mieux? Oui? Qu'est-ce que c'est que ça? Un marqueur? Un marqueur. Oui, même la voix est revenue normale, tout est revenu normal. Et cette patiente va se souvenir probablement de rien, peut-être d'un petit élément. Encore un petit peu, ça me semble aller mieux. Allez, vous avez fait quelque chose là ou pas pour vous? Oui. Vous avez fait quelque chose? Non. Est-ce que vous vous rappelez m'avoir appelé? Oui, oui. Donc vous voyez à quel point ça peut être impressionnant.
moi j'ai eu des patients qui avaient des crises tout à fait spectaculaires. Hein. Un patient qui était maître d'hôtel, ou plutôt s'occupait de faire goûter les vins dans un très grand restaurant. Et quand il avait ses crises, il prenait la bouteille et il la buvait comme ça. Imaginez dans une salle de restaurant très huppée, etc. Il s'est fait virer de nombreuses fois, alors que c'était un sommelier de qualité, jusqu'au jour où il a été traité. Les médicaments ne marchaient pas chez lui, il a fallu l'opérer, et il a été complètement guéri. Hein. Et il y en avait un autre, ses crises consistaient à se précipiter dans le frigo et à bouffer tout ce qu'il y avait dans le frigo. C'était un comportement beaucoup plus élaboré. Et donc, mais ces gens-là, si vous voulez, souvent, hein, quand ils ont des crises comme ça spectaculaires, ont souvent un parcours qui n'a pas été un parcours somatique. Ils ont eu un parcours où on les a pris un petit peu pour des malades psychiatriques. Bon, très vite, les psychiatres ont pu redresser le diagnostic, mais parfois, ça a pu être un petit peu long lorsque le circuit n'a pas été bien fait. Donc, tout ça, c'était pour vous montrer, vous voyez, les différents types de crises que l'on peut avoir. Donc, il y a des crises. Vous avez deux grandes variétés, pour essayer de vous résumer. Des crises généralisées, hein, dont on a vu qu'il y avait, je vous allais montrer 4 types. Très fréquent, la crise je dirais, le type de description, c'est la crise généralisée tonico-clonique, hein, ou grand mal. On peut avoir des crises cloniques isolées, des crises toniques isolées, beaucoup plus rares, ou bien les absences, hein, ces absences de l'enfant que je vous ai montrées. Donc voilà les 4 types de crises généralisées qu'il faut bien retenir, surtout la généralisée tonico-clonique et l'absence. Hein. L'absence, d'ailleurs, son nom était le petit mal. Hein, avant. Et puis, vous avez les crises partielles qui ont un point de départ focalisé, hein, d'une population déterminée de neurones dont la sémiologie va être extrêmement variable selon le point de départ. On a vu les motrices, sensorielles, avec toutes les modalités sensorielles, comportementales, psychiques, etc., hein, selon les régions du cerveau. Et ces crises partielles, ou focales, peu importe le terme, partielles et plus habituelles, peuvent se généraliser secondairement. Et je vous rappelle que devant toute crise généralisée, il faut rechercher des signes pouvant traduire une crise partielle qui donne le point de départ de la crise généralisée. Donc voilà les 2 grands types de crises. Alors vous voyez, en fonction des régions cérébrales, on va pouvoir décrire de nombreuses crises. Je vais simplement vous donner 2 exemples à type, juste pour vous montrer, hein, à titre d'information. Vous voyez, quand on est dans la région centrale, hein, la région centrale, vous avez ici la scissure de Rolando, hein, vous avez la frontale ascendante ici et la pariétale ascendante. Donc si vous avez une petite tumeur de cette région ou une petite lésion, je ne sais pas moi, une petite lésion infectieuse, vasculaire, tumorale ou autre, peu importe la nature, hein, la sémiologie, la nature n'influencera pas vraiment la sémiologie, au moins au départ. Vous aurez une crise motrice, vous imaginez bien, ou une crise sensitive. Et cette flèche-là a pour but de vous montrer que cette crise va se propager très souvent de cette façon-là. Hein, et elle va, cette crise motrice ou sensitive, affecter toute une partie de l'hémicorps, avec ou sans marche bravée axodienne, je vais vous dire ce que c'est. Et souvent après, et ça c'est important, vous pouvez avoir un déficit post-critique. Alors, je vous explique 2 choses, parce que ça vous en entendrez parler plus tard. Vous voyez une crise qui démarre ici. Vous vous souvenez, hein, le schéma avec l'homonculus, hein. Vous avez ici la main, hein, puis après vous avez le visage, hein, la langue, etc. Et puis de plus petite taille, vous allez avoir le tronc tout petit, la fesse, et puis la jambe qui vient à l'intérieur. Donc si une crise démarre ici, vous aurez par exemple les mouvements de la main, comme ça, des clonies de la main. Très généralement, ça va se traduire des clonies de la main, qui vont gagner un petit peu la racine du bras. En même temps, vous aviez la bouche à côté. Vous allez avoir des clonies de la bouche. Puis ça peut s'arrêter là, ou si ça continue à gagner, vous voyez, par ici, ça peut toucher éventuellement le membre inférieur, avec des clonies du membre inférieur, et puis ça peut s'arrêter là, ou bien ça va diffuser à l'ensemble du cerveau, et vous aurez derrière une crise épileptique généralisée. Ça, c'est un mode classique, hein, c'est la crise, ce que je vous ai décrit par cette progression, c'est la progression Bravais-Jacksonienne, c'est le terme qu'il faut connaître. Et après une crise motrice, ce que vous pouvez avoir, c'est un déficit, c'est-à-dire vous avez eu la crise. Quand vous aviez le coma post-critique, vous savez, pour les crises généralisées, là, vous pouvez avoir, après cette crise motrice partielle, un déficit moteur. Et c'est très important parce que chez certains patients, la phase clonique
a été minime, ou chez un patient âgé, elle a été négligée ou méconnue, et on vous rapporte simplement, ou le patient vous dit, ou le conjoint vous dit, il a eu un déficit du bras, hein, qui est une paralysie post-critique, hein, ça s'appelle une paralysie post-critique, ou paralysie de TOT, TODT, mais paralysie post-critique, retenez, ça suffit, qui peut donc être la manifestation unique, alors qu'il y avait avant des clonies. Donc il faut toujours, devant un déficit moteur comme ceci, qui va être transitoire, hein, qui va disparaître rapidement, et qui pourrait être un diagnostic, s'il vous plaît, qui pourrait être un diagnostic différentiel d'un accident ischémique transitoire, hein, par exemple, rechercher s'il n'y a pas eu avant des phénomènes cloniques qui traduiraient plutôt un phénomène critique, et pas du tout un phénomène ischémique de déficit. D'accord ? Donc ça, c'est une variété, hein, de crise de la région centrale. Vous pourriez aussi avoir une crise, de la même façon, une crise sensitive. Voilà. Et une autre variété que je vous ai montrée, parce que c'est celle-là où vous avez vu toutes ces manifestations comportementales, hein, et qui est assez fréquente, ce sont des crises, vous voyez, qui partent de cette région ici, temporale interne. Vous voyez, il peut y avoir il y a des petites maladies congénitales ici qui peuvent provoquer un petit désordre local et être à l'origine de crise. Il y a il y a des variétés de tumeurs, mais très souvent tout ça est de petite taille, hein, variétés de tumeurs ou bien d'autres lésions, et qui peuvent donner des crises qui ont volontiers ce profil-là, qui est vraiment le plus fréquent, hein, parmi les crises psychiques enfin les crises comportementales, etc. Les crises avec manifestations comportementales, etc. que je vous ai décrites. Vous voyez des signes subjectifs inauguraux très fréquents, dont le patient se souvient. Il peut vous dire, j'ai une impression que j'avais une boule, quelque chose de bizarre qui partait du creux de l'estomac, puis qui remontait vers la gorge. Hein. Ça, c'est souvent, et ça, il s'en souvient. Il peut avoir à ce moment-là aussi une manifestation d'angoisse. Vous voyez, cette manifestation dont je vous ai parlé tout à l'heure, de déjà vu, déjà vécu. Ou bien une autre manifestation de ce type-là, hein, qui sont des signes très fréquents. Et lui, il va se souvenir de ça. Il peut se souvenir de ça. Puis, la crise s'installant, il va y avoir un regard fixe, avec des yeux écarquillés. Alors, il ne tombe pas, ce n'est pas comme une crise généralisée, il ne va pas perdre connaissance, on est dans une crise partielle. Hein. Il a les yeux hagards comme ceci, vous lui parlez, vous insistez, il fait ouais, ou il vous répond quelle est la couleur du stylo, il va vous dire bleu, mais vous n'allez pas pouvoir engager une conversation, ou bien il ne va pas vous répondre du tout. Hein. Le regard fixe avec l'écarquillement des yeux, je vous l'ai dit. Souvent aussi des signes végétatifs avec un visage rouge, hein, ou à l'inverse une pâleur, une tachycardie. Et puis vont arriver ces exemples d'automatisme que vous avez vus dans les films, comme un mâchonnement, hein, ou le pourléchage des lèvres, ou bien le claquement de la langue, des espèces d'automatismes un petit peu verbaux, gestuels, parfois plus accentués, voire une dystonie du membre supérieur. Vous avez vu une crise dystonique, hein, tout à l'heure. Là, il y a une rupture du contact qui est vraiment, là, cette fois-ci, incomplète. Et cette partie-là, généralement, il ne se souvient pas du tout, hein, à partir de là. Et puis, il peut y avoir aussi une confusion, des troubles de langage qui sont généralement peu durables selon si l'on est du côté gauche ou du côté droit. Hein. Donc ça, c'est typique d'une crise de cette région-là. Et je vais vous donner ces deux exemples-là, une pour une motrice et une pour une plus élaborée, parce que ce sont en pratique les plus fréquentes. Les autres crises sensitives, c'est possible aussi. Hein. Je vous l'ai montré, pardon, sensitives au moteur. Bon, il peut y avoir des crises de toutes les régions du cerveau, mais vraiment les crises partielles qui sont fréquentes. Pour les simples, c'était la crise de l'aire motrice centrale, de la région centrale. Et pour les crises beaucoup plus élaborées, partielles, ce sont vraiment ces crises-là, hein, temporales internes, ou des régions temporofrontales. On va finir, on n'en a plus pour très longtemps. Autre notion qu'il faut que vous connaissiez, c'est celle d'état de mal épileptique. État de mal épileptique. Vous voyez, normalement, on a plusieurs possibilités. Hein. La définition de l'état de mal, c'est soit la prolongation anormale d'une crise unique. Vous avez une crise généralisée ou autre, mais généralement généralisée, qui n'en finit pas, si vous voulez. Ou bien ce sont des crises qui se répètent, mais avec un intervalle intercritique qui est anormal, avec une altération de la conscience, des signes neurologiques. Le patient ne revient pas à son état
revient pas à son état normal. Vous voyez ici des crises sérielles, c'est-à-dire des crises qui se répètent, hein, mais à chaque fois, il y a un état qui revient normal entre les crises. L'état de mal, c'est quand il n'y a pas de retour à un état critique normal entre les crises. Vous voyez, il y a une crise, elle commençait à se tasser, mais le patient n'avait pas eu le temps de revenir à un état normal, qu'une deuxième crise est installée. Ou bien encore pire, les crises subintrantes, c'est-à-dire des crises qui empiètent les unes sur les autres, comme ici. C'est vraiment ce qu'on va considérer peut-être comme l'état de mal le plus sévère. D'accord ? Le bleu, c'est la période post-critique, le noir, c'était la crise elle-même. Donc voilà la définition d'un état de mal épileptique. Hein. Il y a des états de mal convulsifs, hein, avec des secousses, hein, des myoclonies, hein, comme les cris généralisés, un état de mal tonico-clonique généralisé. Hein, ce sera donc un état de mal convulsif. Et là, le problème, c'est vraiment la mise en route urgente du traitement, parce que sinon, cette décharge répétée d'une grande population de neurones peut aboutir à des morts neuronales et à des séquelles après extrêmement lourdes. Vous épuisez en définitive toutes les réserves énergétiques de ces neurones qui se mettent à décharger, et ces neurones meurent. Donc il n'y a pas de retour à l'état antérieur. Donc c'est une urgence vraiment médicale, vous apprendrez que c'est une urgence médicale. Et puis il y a les états de mal non convulsifs, où là ce sont, imaginez, certains troubles psychiques que je vous ai montrés, mais qui se répètent sans arrêt. Donc vous allez avoir chez quelqu'un un état confusionnel, par exemple, hein, hélas, confusionnel ou non confusionnel, ça peut être un trouble du comportement se répétant. Généralement, le plus souvent, ça se manifeste sous forme d'un état confusionnel. Et là, le problème va être un problème diagnostique, c'est-à-dire il faut penser devant ces manifestations confusionnelles, inhabituelles, ou voire un trouble du comportement un peu inhabituel, à un état de mal non convulsif et demander un électroencéphalogramme. Hein, donc voilà juste une diapositive sur l'état de mal épileptique, pour que vous ayez ces notions-là. Vous verrez comment, encore une fois, que c'est une urgence médicale et comment il faut les traiter plus tard. Puis pour finir, je vous ai dit en introduction que la sémiologie des crises épileptiques était tellement diverse que les problèmes diagnostiques le sont, bien évidemment, eux aussi. Mais on va grossièrement se situer dans un certain nombre de circonstances qui sont différentes. Lorsque vous recevrez aux urgences quelqu'un qui vient pour une perte de connaissance, on vous l'amène, les pompiers l'amènent, on l'a retrouvé dans la rue, il a perdu connaissance. Donc là, malheureusement, vous allez être obligé de dérouler un certain nombre d'hypothèses diagnostiques, dont les plus fréquentes sont celles-ci, hein. La lipothymie et les syncopes. C'est une perte de connaissance par chute du débit sanguin, soit parce que le patient a, je sais pas moi, il prend des médicaments qui font baisser la tension avec une hypotension orthostatique qui a été importante, donc il a perdu connaissance, ou bien parce qu'il a un trouble de la conduction cardiaque, il a fait une syncope, etc. Donc généralement, ce sont des pertes de connaissance, en tout cas pour les pertes de connaissance dites lipothymiques ou de l'hypotension orthostatique, qui sont précédées, je vous l'ai dit, vous savez, par des manifestations avant, hein, où le patient a souvent eu le temps de s'asseoir ou de s'allonger avant de perdre connaissance. Parfois, il n'a pas eu le temps de faire cela, ou bien la perte de connaissance, la baisse du débit sanguin, comme dans vous savez, un trouble de la conduction cardiaque a été très rapide, et donc là, il a pu perdre connaissance rapidement, il a pu se blesser aussi. Il peut même, si la perte de connaissance est prolongée, faire quelques convulsions après. Mais c'est à l'interrogatoire que vous arriverez à dire que ce n'était pas ce déroulement typique de la crise épileptique que je vous ai décrite au début. Donc vous voyez, ce n'est pas les examens qui vont au début vous permettre de trancher, c'est vraiment l'interrogatoire des témoins, et c'est là-dessus qu'il faut passer du temps. Autre grande cause de perte de connaissance, c'est les troubles métaboliques, et en particulier l'hypoglycémie, qui se voit principalement chez les patients qui ont un traitement antidiabétique. Hein. Et puis les pertes de connaissance psychogènes, hein, qui surviennent généralement dans un contexte particulier, avec des témoins, avec très généralement une raison bien particulière derrière, avec souvent un aspect théâtral et très souvent aussi des atypies dans la description de la crise. Hein. Quelqu'un qui perd connaissance, la personne perd connaissance généralement voire dans les bras de quelqu'un, pour que ça soit encore plus spectaculaire, avec la personne l'allonge, essaie de lui ouvrir les yeux, et elle résiste. Hein, on n'arrive pas à ouvrir les yeux, donc
quand quelqu'un, vous avez vu ce que c'est qu'une crise d'épilepsie ou quelqu'un qui fait une vraie perte de connaissance d'origine cardiaque, les paupières, c'est le dernier de ses soucis, si j'ose dire, et donc vous pouvez les ouvrir comme vous voulez dans l'immense majorité des cas. Bref, vous avez des signes qui sont des atypies, et puis souvent il y a derrière un contexte psychologique ou une demande derrière à cette perte de connaissance. Voilà, et puis la crise d'épilepsie, bien sûr, hein, de type généralisé, celle qu'on a vue tout à l'heure, soit l'épilepsie tonico-clonique généralisée, qui est quand même le diagnostic principal le plus fréquent. Le patient, on peut vous l'amener pour un trouble du comportement paroxystique, hein, et devant un trouble du comportement, hein, une agitation, etc., il y a des diagnostics à évoquer, il y a une affection psychiatrique, tout simplement, hein, vous apprendrez la sémiologie des affections psychiatriques, hein, avec... je ne vais pas vous en parler aujourd'hui parce que ça serait un peu trop long. Il peut s'agir d'une intoxication alcoolique, hein, ou bien au contraire d'un sevrage, hein, parfois ou bien aussi de certains troubles métaboliques qui peuvent provoquer les troubles du comportement. Il peut s'agir aussi d'autres autres manifestations dont vous entendrez parler, je vous les cite simplement. L'ictus amnésique, qui n'est pas une maladie psychiatrique et qui n'est pas une crise d'épilepsie, qui est un trouble de la mémoire de quelques heures, pendant plusieurs heures, le patient ne peut plus enregistrer aucune information et il n'arrête pas de poser des questions. Donc, d'un seul coup, comme ça, il est chez lui, puis il demande à son épouse quelle heure est-il, où on va. Alors elle lui dit, écoute, il est 10h30, le cours se finit bientôt, etc. Bon, ok, puis il va un peu, quelle heure est-il, où on va. Voilà. Et ça répète comme ça pendant des heures et des heures. Donc, bien sûr, affolement complet, on se demande ce que c'est. Le patient n'est généralement pas désorienté ni dans le temps ni dans l'espace. Et puis, ça va durer quelques heures. Il ne se souviendra absolument pas de ces quelques heures. Ça sera un trou complet, puisqu'il n'a rien enregistré, donc il peut se souvenir de rien. Ça s'appelle un ictus amnésique. Ça peut récidiver 2-3 fois dans la vie et c'est pas grave. Et puis, les parasomnies. Vous savez, les parasomnies, ce sont les gens qui se lèvent la nuit et qui marchent comme ça. Hein, et donc, ce sont des maladies du sommeil. Hein, vous apprendrez ces maladies du sommeil. Et bien sûr, ça peut tout ça poser des problèmes et faire amener le patient aux urgences. Et le grand diagnostic différentiel là, ce sera les crises épileptiques avec manifestations comportementales que je vous ai montré tout à l'heure. D'accord ? Et enfin, dernier cas de figure, grande circonstance. On a bientôt fini. Dernière grande circonstance, c'est... S'il vous plaît. Dernière grande circonstance, c'est quand vous avez des manifestations neurologiques focales paroxystiques, hein, c'est-à-dire la crise motrice. Je vous en ai parlé tout à l'heure. La crise motrice, c'est soit il y a des clonies ou la crise sensitive, soit il y a des troubles sensitifs. Hein, il y a des troubles sensitifs dans ce cas-là. Mais parfois, le phénomène moteur a été discret et on n'a plus que le déficit, par exemple, hein, pour la motricité. Ou bien une crise aphasique, où le patient a une aphasie pendant, je sais pas moi, 10 minutes, ou bien il a une crise sensitive avec des fourmis, des picotements d'un hémicorps. Ça peut être une crise, mais ça peut être aussi un accident ischémique transitoire. Parfois, ça peut être aussi une aura migraineuse. Ce sera les 3 diagnostics différentiels que vous reverrez en pathologie, etc. D'accord ? Donc voilà les grandes circonstances diagnostiques que vous serez amenés à discuter devant ces 3 manifestations, ces motifs d'hospitalisation extrêmement fréquents. Juste un exemple pour l'illustrer. Notez au cours de cette crise pseudo-épileptique le caractère... Il n'y en a aucune qui va marcher. On va faire celle-là. Regardez celle-là. Cette jeune femme de 18 ans est traitée depuis 8 ans par carbamazépine en raison de perte de connaissance avec sensation de chaleur, peur et nausée. L'enregistrement polygraphique infirme le diagnostic de crise épileptique, mais permet d'objectiver une bradycardie progressive, conduisant à une asystolie. Le bilan cardiologique permettra de porter le diagnostic de bloc auriculo-ventriculaire du second degré. Vous voyez, on aurait pu considérer qu'elle faisait, dans la description, oh, c'est peut-être une crise, etc. Pendant des années, elle a reçu un traitement antiépileptique, hein, pensant que c'était ça, alors qu'elle faisait simplement des arrêts cardiaques, hein, liés à une asystolie. Vous voyez, on peut la... Vous voyez, c'est l'intérêt des enregistrements. Cette jeune femme de 18 ans
est traité depuis 8 ans par carbamazépine en raison de perte de connaissance avec sensation de chaleur, peur et nausée. L'enregistrement polygraphique infirme le diagnostic de crise épileptique, mais permet d'objectiver une bradycardie progressive, conduisant à une asystolie. Le bilan cardiologique permettra de porter le diagnostic de bloc auriculo-ventriculaire du second degré. Voilà, donc ça c'est un diagnostic différentiel, mais certes l'enregistrement a permis le diagnostic parce que d'une part il ne montrait pas de crise et d'autre part il montrait l'arrêt cardiaque, donc là c'est facile. Mais même cliniquement, si quelqu'un l'avait vu, le décrivait bien, on n'a rien qui ressemble à une crise vraiment. Il n'y a pas de clonie, hein, ça commence, ce qu'elle a simplement c'est une perte de connaissance, elle sent les choses qui se passent, toc, elle perd connaissance, mais il n'y a pas, vous avez vu, de manifestations focales de type, de toutes celles qu'on a vues, quoi, hein, on ne va pas les reprendre en détail. Et puis si j'arrive à vous montrer celle-ci, c'est ça là? Le un peu théâtral des manifestations et la grande sensibilité. On va le faire là? C'est celle-là ou pas? Oui. Là. Voilà. Notez au cours de cette crise pseudo-épileptique le caractère un peu Cette jeune femme de 18 ans et la grande est traitée depuis sensibilité de la patiente à la suggestion. Regardez. X. Allez, on se calme. Stop, stop, stop. Stop, là, il ne se passe rien là-bas. Il ne se passe rien là-bas. Stop. Allez, ouvrez bien les yeux. Il ne se passe rien sur l'écran. Ça, c'est une crise hystérique. Hein. La suggestion est un élément très important, c'est-à-dire que vous arrivez à suggérer la suite de l'épisode. Vous lui dites, on arrête, c'est fini, il n'y a pas de problème, c'est fini. Oui, c'est fini, hop, la personne s'arrête. Vous pouvez toujours essayer dans une crise d'épilepsie, ça ne marchera pas. Hein, vous pouvez toujours essayer. Donc vous voyez, je vous la remets si elle veut bien démarrer. Notez au cours de cette crise pseudo-épileptique le caractère un peu théâtral des manifestations et la grande sensibilité de la patiente à la suggestion. Voilà. X. Allez, on se calme. Stop, stop, stop. Stop, là, il ne se passe rien là-bas. Il ne se passe rien là-bas. Stop. Voilà, allez, on arrête la crise par suggestion. Donc c'est un élément fondamental, le côté théâtral. Et puis derrière, il y a aussi l'histoire qui fait qu'on a douté de cette crise, etc. Mais même la description, vous voyez, d'aller attraper la ridelle comme ça, de mettre la main devant les yeux, ça ne correspond pas à tout ce que je vous ai décrit jusqu'ici. Bon, voilà. Est-ce que vous avez des questions ?